Vous avez sûrement tous déjà rencontré quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment intéressé à l'art, et qui vous pose cette question, peut-être avec mépris, ça sert à quoi ce que tu fais? Pourquoi tu fais de l'art? Alors peut-être que vous l'avez simplement ignoré, mais est-ce que vous seriez vraiment capable de répondre à sa question? Parce qu'autrement, c'est lui qui a gagné le débat. Eh bien moi, j'avais envie que ça n'arrive pas. Alors je me suis intéressé à la philosophie de l'art. Et grâce à ce que j'ai appris, je vais pouvoir vous donner différents avis sur la question, afin de vous aider à essayer de répondre à la question, à quoi sert l'art? Bien que je ne veuille pas vous donner de faux espoirs, mon but n'est pas vraiment de vous donner une réponse universelle, parce qu'il n'y en a pas, mais de vous permettre de faire votre propre avis en vous donnant matière à penser. Et la base des bases sur cette question, c'est la vision de l'art de Platon et Aristote. Vous les connaissez sûrement, au moins de nom, et pour eux l'art, c'est imiter le réel, comme une peinture qui représenterait une forêt par exemple. Sauf qu'ils n'ont pas le même avis sur cela. Platon se méfie de l'art, car une œuvre est une copie déformée du réel, ce qui nous empêche d'accéder à la vérité. Mais pour Aristote, il permet au contraire de comprendre la réalité, car c'est par l'imitation de la nature que l'homme apprend depuis les débuts de sa vie. Je vous donne un exemple, un enfant quand il voit ses parents marcher sur leurs deux pieds, eh bien il va essayer de faire la même chose. Mais chez Aristote, imiter ne signifie pas simplement copier ce que l'on voit. L'art peut transformer et organiser la réalité pour permettre de mieux la comprendre. Encore un exemple que je vous donne, quand un artiste veut sculpter ou dessiner un être humain, il doit comprendre l'anatomie humaine et l'organiser à sa façon. Mais il y a aussi le plaisir de l'imitation et la catharsis. D'une part, l'être humain éprouve une joie naturelle à reconnaître et à comprendre ce qui est représenté. C'est pourquoi nous pouvons admirer la peinture d'un monstre ou d'un cadavre, alors que l'objet réel nous dégoûterait. Le plaisir ne vient pas de la chose elle-même, mais de l'habilité de l'artiste et de l'effort d'apprentissage de notre esprit. Quant à la catharsis, ça désigne la libération ou la purification des émotions intenses refoulées ou négatives, et qui est présente pour Aristote dans la tragédie. Alors dit comme ça paraît compliqué, mais prenons un film comme Le Roi Lion. Pendant le film, on s'attache à Mufasa, puis sa mort nous fait ressentir de la tristesse, de la peur pour Simba, de la colère. Pourtant, après avoir pleuré devant le film, on peut ressortir avec une sensation étrange d'apaisement. C'est ça qu'Aristote appelle la catharsis. La tragédie nous fait éprouver des émotions fortes et nous permet ainsi de les traverser. C'est donc simplement ça l'art? Eh bien avec le temps, notre conception de l'art a quand même beaucoup évolué depuis l'époque d'Aristote et Platon. Et aujourd'hui, beaucoup d'artistes cherchent aussi à transmettre des émotions. C'est une idée partagée par beaucoup de monde aujourd'hui, mais j'aimerais vous parler de la vision d'un certain Tolstoï, qui développe dans son traité Qu'est-ce que l'art consiste pour un individu à transmettre ses émotions à autrui de manière consciente et sincère. Car la sincérité, c'est ça qui va permettre de créer une contagion émotionnelle de l'artiste au public. Mais il va encore plus loin. Pour lui, le but suprême de l'art serait d'unir les êtres humains dans un sentiment d'amour et de fraternité en accord avec la conscience religieuse et chrétienne. C'est pour ça que pour lui, l'art doit être accessible et compréhensible par tous, du paysan à l'intellectuel, et qu'il rejette l'art élitiste. Alors Tolstoï est très contesté parce que sa définition de l'art est réductrice, et il lui donne un devoir moral, mais aussi parce que l'artiste ne ressent pas forcément ce qu'il représente. Un acteur peut transmettre une émotion qu'il ne ressent pas, et le spectateur peut ressentir quelque chose que l'acteur n'avait absolument pas l'intention de provoquer. Mais si j'avais quand même envie d'en parler, c'est parce que l'envie d'union autour d'une même émotion est très présente aujourd'hui. Beaucoup d'artistes cherchent à faire ressentir ce qu'ils ressentent à leur public. Ce qui est un besoin très primitif d'ailleurs. Partager ce que l'on ressent rapproche les personnes entre elles et renforce leur empathie. Mais je pense que pour vous, il manque quand même quelque chose. Vous avez sûrement remarqué que beaucoup d'œuvres ne cherchent pas forcément à nous faire ressentir des émotions, et ont un tout autre but, transmettre une idée ou un message. C'est là qu'intervient des gens comme Hegel. Pour lui, l'art donnerait une forme sensible à des idées abstraites. Je vais vous expliquer ça simplement. L'amour ou la liberté, par exemple, n'existent pas physiquement, et ce sont des idées difficiles à saisir parce qu'elles sont abstraites. Alors qu'un son, une image, nos sens peuvent les percevoir. Prenons l'allégorie de la justice. Elle possède un bandeau sur les yeux pour montrer que la justice est impartiale. Elle ne se soucie pas de qui est riche ou qui est pauvre. Mais aussi une balance pour montrer l'équité, qu'elle va peser le pour et le contre de chaque argument, et le glaive ou l'épée pour la sanction. Une idée complexe a donc maintenant une forme. Mais aussi, on ressent la liberté à travers cette allégorie. C'est pour ça qu'il parle de forme sensible. C'est un peu comme si l'art était un traducteur. Il traduit quelque chose que l'on peut seulement penser en quelque chose que l'on peut aussi voir, entendre ou ressentir. Mais à vrai dire, mon exemple avec la justice, je l'ai utilisé pour que vous compreniez mieux, mais il n'était pas si pertinent. Parce que pour Hegel, le vrai beau, c'est quand la forme et l'idée fusionnent si parfaitement qu'on n'a même plus l'impression de devoir décoder une idée abstraite. Prenons le Truman Show.
Le film pourrait simplement nous expliquer que la liberté, c'est pouvoir choisir sa propre vie. Mais il fait beaucoup plus que ça, il construit tout le monde de Truman comme une immense prison parfaitement confortable, et lorsque Truman décide finalement de quitter ce monde, on ne comprend pas seulement intellectuellement qu'il choisit la liberté, on le ressent avec lui. Après, pour Hegel, l'art n'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour comprendre le monde. En partie car justement, il est limité par nos sens. Alors que la philosophie est beaucoup plus libre, c'est pour ça qu'il va parler de la mort de l'art. Sauf qu'on va pas rentrer là-dedans, c'est un peu hors sujet. Mais quel genre d'idée est-ce qu'on pourrait transmettre à travers l'art? Eh bien, j'ai parlé de la justice, mais il peut aussi traduire des idées qui vont agir sur la société. Walter Benjamin parle de l'art à l'époque de la reproductibilité technique. Aujourd'hui encore, on peut reproduire une photographie ou un film autant de fois que nous le souhaitons, et les diffuser à un très grand nombre de personnes. L'art n'est donc plus forcément lié à une œuvre unique conservée dans un musée. Il devient aussi un média de masse. Et pour Benjamin, cette transformation fait perdre à l'œuvre une partie de son aura, c'est-à-dire son caractère unique et authentique. Mais c'est aussi là que l'art devient politiquement puissant. Si une œuvre peut être reproduite des millions de fois, elle peut également atteindre des millions de personnes. Le cinéma est particulièrement intéressant de ce point de vue-là. Contrairement aux visiteurs d'un musée qui s'isolent devant un tableau, ici le public vit une expérience partagée, où le flux d'images en mouvement empêche l'esprit de s'endormir et pousse les spectateurs à devenir des critiques actifs. En rendant l'art accessible, le cinéma transforme le public en une forme solidaire et qui réfléchit. Mais il peut aussi y avoir l'effet inverse, avec la propagande qui cherche à imposer une pensée unique à la masse. On voit donc que l'art a un impact sur la société et peut aider à la modeler. Mais juste avant, on parlait d'expérience. Et on pourrait se demander si l'art, à travers ces expériences, ne permettrait pas d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas dire. Beaucoup ont eu cette idée, mais je vais prendre l'exemple de Merleau-Ponty. Pour lui, nous ne découvrons pas le monde uniquement avec notre raison, nous le vivons d'abord avec notre corps et nos sens. Mais pour Ponty, avant même de pouvoir dire que cette œuvre est belle, nous avons déjà une expérience sensible sur cette œuvre. Le problème, c'est lorsque nous essayons ensuite de mettre des mots sur cette expérience. Nous devons la transformer en concept, et les concepts sont parfois trop limités pour exprimer toute la richesse de ce que nous avons vécu. Un artiste ne ferait pas que montrer, avec un tableau représentant un arbre par exemple. L'artiste peut utiliser des couleurs, des formes, des lumières pour nous faire voir l'arbre comme lui le perçoit, et nous faire expérimenter une manière de voir l'arbre. Cette idée fonctionne très bien avec le cinéma notamment. Imaginez qu'on veuille exprimer ce que l'on ressent lorsqu'on est seul dans une ville immense, on pourrait écrire plusieurs pages. Mais un réalisateur peut parfois transmettre cette sensation en quelques secondes. Par exemple en nous montrant un personnage minuscule dans une ville avec un plan fixe, peu de dialogue et peu de bruit. Donc en très simple, les mots servent principalement à nommer et expliquer, tandis que l'art peut nous faire percevoir et ressentir une expérience directement. Alors vous allez peut-être me dire, et la littérature? C'est de l'art aussi, et sauf erreur, ce sont des œuvres écrites. Eh bien la littérature ne se sert pas seulement des mots pour transmettre des informations. Un écrivain utilise les mots pour faire ressentir une atmosphère, une sensation ou une expérience, de la même manière que le cinéma. Les mots ne servent alors plus simplement à décrire une réalité, ils construisent encore une fois une expérience chez le lecteur. Bon, je pense que là on a tout de même beaucoup d'éléments de réponse. Même au début de la vidéo, quand on s'est demandé à quoi sert l'art, est-ce qu'on n'aurait pas dû d'abord se poser une autre question? Est-ce que l'art a vraiment besoin d'être utile? Alors, vous allez peut-être me dire, si l'art n'est pas utile, pourquoi lui accorder de l'importance? Eh bien, peut-être que l'art n'a pas besoin d'être utile pour être important. Dans sa critique de la faculté de juger, Kant parle d'énormément de choses. Mais il y a certains aspects qui nous intéressent. Pour lui, le jugement de beauté ne repose pas sur l'intérêt que nous avons pour l'objet. Une fleur, par exemple, bien qu'elle ne nous serve à rien, on peut la trouver belle. Et ce serait pareil avec certaines œuvres, qui n'ont pas forcément de message très précis et sont juste belles. Et ce beau nous procurerait un plaisir désintéressé. Cela veut dire que nous n'attendons rien de l'œuvre, nous prenons simplement plaisir à la contempler. Et cette idée contribuera à nourrir une conception qui deviendra célèbre, l'art pour l'art. Souvent attribuée à Théophile Gautier, bien qu'on peut l'associer à d'autres. Et qui affirmait que l'art n'a d'autre fin que la beauté, et qu'il est inutile par essence. Il prônait en fait une liberté de création absolue qui ne devait pas se soucier de son utilité. La question à quoi sert l'art contient en fait une présupposition, qu'une chose doit avoir une fonction pour avoir de la valeur. On voit donc qu'il y a des visions très complexes et opposées de l'art. Et je vous invite à réfléchir sur tout ça afin de faire votre propre avis et essayer de répondre à la question, tout en n'oubliant pas que c'est une vidéo de vulgarisation. J'ai essayé d'être le plus synthétique et grand public possible. Et c'était dur parce que c'est la première fois que je fais cet exercice. Mais par conséquent, on peut approfondir le sujet et aller beaucoup plus loin, il y a des idées dont j'ai pas parlé. Donc pour vous, à quoi sert l'art et ce qui sert à rien, dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas également à regarder cette vidéo qui parle également de philosophie. À la prochaine!